De retour sur ce plateau, merci à Jed Sophonie Koboudé pour ses éclairages enrichissants sur l'impôt comme construction sociale. Nous allons maintenant approfondir cette question avec nos débatteurs. Alors, comment l'impôt façonne-t-il nos sociétés et dans quelle mesure peut-on parler d'une construction sociale? Nous aborderons également la gestion des ressources en eau, distribution équitable entre zones rurales et zones urbaines. Autour de moi, Monsieur Kevin Da Silva, journaliste. Bonsoir, Monsieur Da Silva. Bonsoir Maël et bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent. Merci, c'est moi. Également, Monsieur Jules Léandre Kitty, consultant médias et chroniqueur politique. Bonsoir, Monsieur Kitty. Bonsoir, madame. Ravi de vous avoir. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. En début d'année, plus précisément le 3 janvier 2024, le directeur général des impôts a fait savoir que les entreprises n'auront plus à subir de nouveaux impôts et taxations conformément à la loi des finances gestion 2024 entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Alors, Monsieur Kitty, pensez-vous que cela reflète une volonté d'alléger la pression fiscale sur les citoyens? Ben, absolument, je vous réponds tout de go que oui, il y a cette volonté politique d'alléger la tâche aux citoyens en termes d'impôts parce que tout le temps on a évoqué la question de l'impôt, que ce soit des particuliers, que ce soit des chefs d'entreprise, et comme étant un facteur limitant par rapport à l'engouement qui devrait être celui des créateurs de richesses. Et un gouvernement a un devoir régalien de veiller à ce que les citoyens puissent avoir de facilités. Maintenant, une facilité, elle doit être organisée. C'est pourquoi de telles décisions sont prises. Ça permet une certaine lisibilité parce qu'on aura peut-être l'occasion de revenir plus amplement là-dessus lorsqu'on approfondit les recherches sur ce qui cause ce qu'on a convenu d'appeler l'incivisme fiscal, par exemple. Ce n'est pas toujours que les citoyens n'ont pas la volonté de payer. Le simple fait de ne pas comprendre comment la catégorisation est faite, comment les barèmes sont fixés et tout, je pense qu'on est en face d'un gouvernement qui prend ses responsabilités, qui codifie les choses, mais toujours avec derrière l'intention d'inciter des gens à être à s'insérer dans le formel de ce point de vue. C'est un peu comme, vous pouvez faire le parallèle avec la question de bancarisation, dont le taux était très faible dans notre pays, non pas parce que les gens ne veulent pas mettre leur argent dans une banque, mais parce qu'on leur a fait croire que vous mettez ça là-bas, vous perdez, parce qu'il y a des prélèvements qui sont faits, alors que quand on vous l'explique très bien, tout citoyen devrait pouvoir être fier de payer ses impôts, mais on lui facilite la tâche lorsque, en plus d'être citoyen, il mène des activités qui sont génératrices de revenus. Donc je dis oui, c'est positif, ça reflète cette volonté de faciliter la tâche aux citoyens. Alors, Monsieur Da Silva, est-ce que vous abondez dans le même sens que Monsieur Kitty? Est-ce que vous pensez que cette mesure du gouvernement permet d'alléger la pression fiscale sur les citoyens? Oui, pourquoi pas, parce qu'après, aujourd'hui, quand on est citoyen, en tant que bon citoyen, c'est déjà important de payer ses impôts. Après, comme l'a dit M. Kitty tout à l'heure, il va falloir un peu plus expliquer tout ce qui est. Mais quand on parle d'impôts, en réalité, il faut que les gens, tous citoyens, puissent quand même comprendre qu'il y a deux aspects. Un premier aspect où il faut retenir que c'est un mécanisme fiscal et un autre aspect où il faut retenir que quand on parle d'impôts, ça permet un peu plus l'organisation de la société. Ouais, on parle de taxation, on parle de montée de factures et tout ce qui a trait à l'impôt. Mais après, aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu plus manque d'informations à un certain niveau, et pour aller dans ce sens, le gouvernement veut juste et commence un peu plus dans sa volonté à cerner un peu plus le milieu, à organiser les choses, permettant quand même aux uns et aux autres de s'en sortir pour que chacun puisse tirer parti, chacun puisse pouvoir avoir une idée claire de la responsabilité qui lui incombe et pourra quand même s'acquitter de ses frais, chacun sera quitte. Est-ce qu'on ne penserait plutôt pas à une mesure stratégique du gouvernement en cette période de croissance économique? Stratégie, je n'ai pas compris la question.
Est-ce qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement un moyen peut-être de ramener les investisseurs à un niveau de être vraiment en accord avec la fiscalité au Bénin? Oui, vous savez, comme je l'ai déjà dit dans ma première phrase, l'impôt en général, c'est tout le monde est concerné. Et quand je dis tout le monde, il y a les citoyens lambda qui aident son activité, il y a les investisseurs, il y a les sociétés, il y a les entreprises. Donc tout le monde est concerné. Donc après, mettre un peu plus l'accent particulièrement sur les investisseurs, je ne sais pas trop, mais ce que c'est un peu plus que chaque dalle sous nos cieux, tout le monde paye l'impôt. Et vous payez l'impôt en fonction de votre revenu. Mais là, après, qu'il faut voir un peu plus dans la manière, en matière d'augmentation, ce qui revient à chaque partie de payer son impôt. Là, c'est encore une autre question. Je pense que nous sommes dans un pays où tout le monde se doit de payer son impôt. Ça, c'est une vérité en tant que bon citoyen, tout le monde le sait. Mais dans la manière du paiement de l'impôt, c'est en cela, il faut un peu plus revoir un peu plus le quota, parce qu'après, ça crée dans tous les sens. Voilà. En ce qui concerne la manière de payer les impôts, M. Kitty, est-ce que vous pensez que le gouvernement garantit un paiement équitable pour toutes les couches sociales? Est-ce que tous les entrepreneurs, tous citoyens à divers niveaux payent équitablement? Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui paye peut-être plus qu'une autre partie? Bon, alors, je voudrais, pour qu'on se comprenne bien, commencer par dire que ce n'est pas le fait en soi que quelqu'un paye des impôts qui, en termes de montant, sont plus élevés que ceux des autres qui posent problème. D'accord? Mais on parle de construction sociale, on parle d'égalité en ce temps. Oui, on parle d'égalité. L'égalité, je vais peut-être vous choquer, c'est une vue d'esprit. Oui, allez-y. Même Dieu n'a pas créé les hommes égaux. Et donc, lorsque nous devenons des êtres politiques, c'est-à-dire que mis au cœur d'une société, nous menons des activités. Et lorsque nous sommes dans le contexte des impôts, je suis individu, d'accord, je me dois déjà de payer des impôts comme ma contribution, ma part de contribution à la construction, à des réalisations d'utilité publique, ce qui fait du bien à tout le monde, pour un français facile. Donc, cela participe également de la construction de ma part de patriotisme et de ma part de légitimité. C'est ça qui me donne derrière le droit de revendiquer que les choses soient bien gérées parce que je paye mes impôts. Alors, l'égalité dont on parle, je préfère qu'on parle d'équité. Parce que lorsque vous êtes individu, vous payez les impôts. J'ai peut-être une petite activité, j'ai des prestations que je fais. Hein, moi, j'en paye moi. J'ai des types d'impôts que je paye. Et par rapport à la taille de mes revenus, les impôts me sont fixés. Les impôts même sont fixes, mais pour les prestataires. Selon la taille de mes revenus, forcément, ça augmente en termes du numéraire, ce que je laisse dans les caisses de l'État. Mais quand je deviens un entrepreneur, par exemple, quand je prends des initiatives de taille plus grande, j'ai une entreprise et tout, il y a encore des types d'impôts que je dois payer et il y a des taux qui me sont fixés selon ces types. Parce qu'un individu simple ne paye pas les mêmes impôts que une entreprise, une personne morale. Et lorsqu'on rentre dans la catégorie des entreprises, par exemple, il y a différents types de catégories, différentes catégories d'impôts encore. Alors, ce que le gouvernement fait, ce qui est recherché, c'est la traçabilité, d'accord? Et que celui qui veut payer les impôts ait suffisamment d'informations pour savoir que c'est précisément l'impôt qu'il est tenu de payer qu'il est en train d'appeler à payer. C'est pour ça, quand il ne paye pas, qu'on lui fait un redressement ou bien qu'on l'interpelle. Lorsqu'il n'a pas l'information, même quand il a les moyens pour payer ses impôts, il souffre et la décision de payer ces impôts-là devient un peu comme... oui, là, vous voyez. Alors, je vais vous rappeler
une étude que l'IREP a réalisée il y a quelques années sur, je vous parlais au début de les raisons qui justifient l'incivisme fiscal. Pourquoi les Béninois spontanément ne payent pas les impôts? Alors, quand j'ai lu les résultats de cette étude-là, il y a 3 facteurs qui se sont dégagés comme facteurs majeurs limitant l'élan des Béninois à payer les impôts. 1. Celui qui veut payer les impôts n'avait pas suffisamment d'informations sur ce pourquoi il doit payer les impôts. Il se réveille, et ça il y a plusieurs années derrière, parce qu'il y a amélioration maintenant. Il se réveille. On frappe à sa porte, on lui dit voilà, les impôts sont là. Il écoute des communiqués sur la radio de Pontillon, on lui dit vous devez payer des impôts. Il a l'impression que lui mène ses activités, il gagne son argent à la suite de son front, et puis l'État, dont on avait une idée un peu vague, l'État c'est tout le monde et c'est personne à la fois. Et deuxième facteur qui fait qu'il hésite à payer les impôts, il ne sait pas à quoi ça sert. On ne lui dit pas suffisamment ce à quoi ça sert. Mais on lui dit que ça permet de construire les routes, ça permet de construire les écoles. Mais je suis en train de vous dire là que par le passé, un travail suffisant n'était pas fait pour expliquer à la grande masse ce à quoi ça sert. Et dans ce à quoi ça sert, il ne sait pas là. Vous avez dit tout à l'heure que de plus en plus, on explique que ça permet de construire les routes. Oui. Le plus dur, c'est que même par le passé, il y a des gens qui entendaient que ça permet de construire des routes, mais la route qui passe devant sa maison, la route sur laquelle il passe avec sa voiture, il y a des crevasses. Il constate qu'il y a une route qui est détruite pendant qu'il paye les impôts. Près d'une décennie, personne ne s'en occupe, l'État existe, mais on parle de... Et on lui dit dans la communication qui est faite autour que c'est pour construire des routes. Il a l'impression qu'il est dupé. Et puis, troisième et dernier facteur majeur, il regarde le train de vie de ceux qui tiennent des pouvoirs publics, des parcelles de pouvoir public. Comment ça change du jour au lendemain. Pendant que la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics n'était pas aussi efficace comme nous sommes en train de le constater aujourd'hui, c'est que vous aviez quelqu'un qui vivait avec vous. D'accord? C'est vrai, il est peut-être un jeune fonctionnaire, il a des revenus moyens, son épouse va acheter dans le même marché que vous, prend Zémilian comme l'épouse du voisin, et puis on dit que lui, il a été nommé quelque part un poste qui ne lui donne pas forcément de partie de ce niveau-là pour arriver à ce que je peux appeler des orgies, pour arriver à une opulence extravagante. Et puis, en 6 mois, voilà, il roule des voitures qui sont achetées à beaucoup de millions. Il construit des gratte-ciel. Son épouse ne va plus dans les mêmes marchés que vous. Et puis, le citoyen qui est assis dans sa boutique, et celui-là qu'on a, ou qui a été élu maire, CA, ou bien qui est nommé ministre, eh bien, il peut passer, et puis vous prenez les flaques d'eau, des jets d'eau dans votre visage, il passe avec sa grosse caisse. Et du coup, il commence par soupçonner que son argent que lui, il donne comme impôt, ça permet à des gens indûment de s'enrichir. Alors ces 3 facteurs, tant qu'on ne les avait pas trouvés, tant que l'État n'était pas devenu suffisamment responsable, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont dirigé le Bénin avant Patrice Talon. Mais il est évident, et nous l'observons, qu'il y a un peu plus de rigueur dans la préservation des deniers publics, ce qui rassure le citoyen. Et puis, à côté, il ne suffit pas de préserver les deniers publics, de les thésauriser. Il y a également qu'il faut les investir dans des réalisations. Aujourd'hui, demandez à beaucoup de Béninois, mais ils circulent, si vous leur dites, est-ce que on réalise des infrastructures routières avec l'argent du pays? Mais même le dernier des Béninois va vous dire, ah oui, moi j'ai pris il y a quelques jours un taxi sur l'axe Cotonou-Porto Novo. On arrive au carrefour Chemin pour aborder le virage vers Porto Novo. Alors, je cause avec le conducteur de taxi.
qui me dit, lui qui n'a pas mon niveau intellectuel, il dit, mais en fait, pour développer ce pays, il fallait juste qu'un président soit suffisamment ambitieux et voire très grand. Parce qu'il dit, lui n'a jamais cru n'a jamais pensé qu'on pouvait faire double voie sur ces mains Porto Novo. Et il est en train de voir ça devant lui. Celui-là, quand vous allez lui demander de payer des impôts, en lui ajoutant que les impôts la permettent de réaliser des infrastructures routières, vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de tapage. Quand lui, il est là, il se rend compte que aujourd'hui, on est à une époque où, même quand vous allez dans l'administration, vous déposez votre argent, un fonctionnaire béninois aujourd'hui, même si vous partez, il va vous les ranger et demain, il va vous dire, vous avez laissé votre argent parce qu'il n'a pas envie d'aller à la criette. Hier, pas le passé, il mettait le grappin là-dessus. Et puis, c'est lui qui, en week-end, distribuait de l'argent sur les artistes. Et aujourd'hui, chacun sait comment il enterre ses parents. Ce n'est plus des cérémonies d'une semaine, 2 semaines. Donc, bref, c'est pour vous dire quoi. Le gouvernement est dans la planification et le temps de la planification permet de savoir qu'il ne suffit pas de crier, de mettre la pression. Vous ne constatez pas que on n'a plus suffisamment besoin, on n'a plus trop besoin que les gens aillent brandir des muscles sur les dames dans leur boutique avant qu'elles ne payent. Avant, il y en avait qui ne savaient pas pourquoi, quand vous avez une buvette, on vous fixe telle taxe à payer de tel montant. Quand c'est un atelier de coiffure, quelle est la différence? Quels sont les barèmes? Donc, au niveau décentralisé, ça se fait également. Vous allez dans les communes aujourd'hui, de plus en plus, le citoyen peut venir avoir les informations là et il y a des mécanismes de dénonciation quand le citoyen vient pour avoir ces informations et il les a pas. Tant qu'un citoyen a toutes les bonnes informations et attend, expliquer correctement, il paie ses impôts. Maintenant, il y a toujours quelques petites poches de résistance. Ceux-là, il y a des mesures coercitives pour les amener à payer forcément les impôts. Donc, pour moi, je dis, si vous avez la question que vous posiez à mon ami tout à l'heure, savoir est-ce que c'est de la stratégie pour aussi créer un effet d'attraction sur les investisseurs, oui, mais pourquoi pas. Quel investisseur local, national ou étranger n'a pas envie d'investir là où la pression fiscale est raisonnable? Justement. Alors, M. Kevin Da Silva, M. Kitty a abordé la question des incompréhensions qui existaient vis-à-vis des impôts. Est-ce que vous ne voyez pas en cela une corruption ou un avantage, si je vais m'exprimer en ces termes, vis-à-vis peut-être de relations amicales ou de relations de connaissances qui existaient avant? Parce que quand on parle de construction sociale, il faut quand même résoudre le problème à la base. Oui, vous le dites si bien. Après, tout le monde sait, le dernier des Béninois a quand même une idée aujourd'hui un peu plus claire quand on parle de ce mot, que ce mot est petit à petit en train de sortir, voilà, d'être supprimé, pourquoi pas de la tête des Béninois. Je me rappelle quand le président Patrice Talon prenait le pouvoir avec tout ce qu'il y avait, il disait qu'il allait construire ce pays avec même tous les citoyens, et cela passe forcément par les impôts. Aujourd'hui, comme l'a dit monsieur Kitty, allez questionner les Béninois et demander-leur comment est-ce que le pays fonctionne et ils pourront vous donner la réponse. Aujourd'hui, question de corruption, il n'y en a plus. Quand on dit tout simplement le mot criette, ça scandalise. Et donc, je ne vois pas ce citoyen-là, je ne vois pas ce dirigeant-là, bien que, nous sommes dans une république et après, le bâton magique ne viendra pas quand même nous donner l'Eldorado du jour au lendemain. Mais après, aujourd'hui, quand on fait un peu plus le point de toutes ces luttes-là ou bien de toutes ces réformes-là menées par le gouvernement en place, je pense qu'il y a quand même d'avancées ou même à l'université, entre jeunes, adolescents, grandes personnes et tout, de petites actions rapidement virant ou avec idéologie corruption vous freine rapidement, ne vous donne pas forcément envie de verser, aller très vite en besogne. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le passé récent, la corruption existe. Aujourd'hui, elle existe, mais quand même, il faut reconnaître que ça a pris un peu coup. Le gouvernement a fait un peu plus d'efforts là-dessus. Et du coup, comme l'a dit toujours M. Kitty, on peine à pouvoir rentrer dans la danse. Ça devient... D'ailleurs, tout homme est réfractaire à tout ce qui est réforme. Quand on parle de réforme,
tout le monde n'est forcément pas à même de suivre la droite. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Mais je pense que petit à petit, quand ça va rentrer un peu plus dans les habitudes, quand le citoyen béninois se verra un peu plus conscient de la chose, pourra rentrer tout doucement dans la danse. Et pas comme l'a dit toujours monsieur qui dit, je reviens sur ses propos parce qu'après, je pense que c'est pertinent tout ce qu'il a dit. Quand on revient aujourd'hui, quand on fait un tour aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas du leurre, on ne vend rien, mais après, vous faites le constat directement. Si sur l'investisseur, en tout cas sur chaque Béninois, sur l'entrepreneur, sur le commerçant au marché ou la commerçante au marché, on prélève des impôts. Après, le résultat quand même est palpable. On peut toucher le résultat du doigt, contrairement dans un passé récent où ces impôts-là sont perçus, mais ne sont forcément peut-être pas bien gérés. Parce qu'après, il y a aussi la question de la gestion de tout ce qui est ressources pourront permettre quand même au pays de plus évoluer. Aujourd'hui, quand on parle impôts, c'est vrai, ça crie et tout, mais quand vous payez, vous êtes fier de ce que vous participez, comme je le dis, d'une manière ou d'une autre, à ce que votre pays puisse évoluer. Et comme je le dis toujours, pour qu'il y ait développement, il faille quand même qu'une génération puisse se sacrifier et qu'une génération puisse quand même se donner, pour que ça puisse aller. Aujourd'hui, on parle d'impôts, ça va rentrer dans les habitudes. Je dis un truc bêtement comme ça, quand on a parlé de casse ici, dans ce pays, on a crié et tout, mais après, on a su quand même que c'était une habitude. Quand on a donné des exemples, il y en a à foison. Aujourd'hui, on parle impôts et tout. C'est vrai qu'on avait une idée claire de ce que payer ses impôts, c'est une obligation. Mais aujourd'hui, le gouvernement travaille à ce que ça puisse rentrer de plus en plus dans les habitudes pour que le dernier des Béninois puisse contribuer à ce que son Bénin puisse être révélé comme le Matel ou comme l'a placé le gouvernement en place sous le sceau de son mandat. Justement. Et aussi, en mars 2024, le porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Rongbedji, a clarifié qu'il n'y a pas d'impôt à payer pour les organisations religieuses. Alors, Monsieur Kiti, est-ce à dire que les institutions religieuses, comme les églises, sont exonérées des frais de taxation alors que d'autres payent? Alors, vous voyez... Je voudrais d'abord que vous constatiez avec moi que si le porte-parole du gouvernement a été amené à faire cette clarification, c'est parce qu'une certaine opinion a voulu faire croire aux gens, je l'ai entendu également, que maintenant le gouvernement veut que toutes les églises, les confessions religieuses, les mosquées, en tout cas tout ce qui est organisation religieuse, ils payent les impôts. Alors, quand ça tombe dans les oreilles des gens comme ça, à l'église, à la mosquée, dans les couvents, on part pour aller rencontrer Dieu. On part pour aller prier. Quelle est l'activité, quel est le business qu'on mène là-bas? Vous me direz que les confessions religieuses, ça saute à l'œil, que derrière, ça crée de l'engouement, et l'être humain étant accroché aux intérêts, certainement qu'il y a du business derrière, même si c'est déguisé. Alors, ce qu'il faut comprendre à travers ce que le porte-parole du gouvernement vient clarifier, parce que certains ont peut-être intérêt à faire croire à la population que le gouvernement de la rupture veut pressurer les populations, veut même aller chercher les impôts dans les temples. Non. L'organisation religieuse, c'est clair dans les mesures que prend le gouvernement, que ce soit très clair dans la tête de tout le monde. On ne demande pas aux organisations religieuses de payer des impôts. Alors, mais si une organisation religieuse a un département qui mène des activités commerciales, d'accord? On devra donc s'entendre pour que dans cette dynamique de traçabilité, des impôts soient payés sur ces activités commerciales. Bien sûr. Parce que, je vous donne un seul exemple, lorsque par exemple une église a de l'espace, a construit le temple où on vient prier Dieu, si à côté on a créé des boutiques, des showrooms qu'on a loués tout autour, alors, si le gouvernement se lève pour dire, puisque c'est Dieu que vous adorez dans cet espace, je vous interdis de créer ces boutiques-là, ben on dira qu'on est dans une dictature. On dira que le gouvernement est en train
de restreindre des libertés des gens de mener des activités. Mais ne demandez pas à un gouvernement qui veut aller au respect ou qui veut créer la dynamique de la responsabilité sociale au niveau de chaque citoyen et même dans l'espace religieux, de ne pas demander à ce qu'on paye des impôts pour ça. Mais on ne doit pas considérer que le gouvernement est en train de demander à l'organisation religieuse de payer des impôts. Le gouvernement est resté, si vous voulez que je vous fasse sourire un peu, est resté même collé. Si je prends le cas des chrétiens, il nous est raconté dans la Bible que Jésus, dans ses croisades, lorsqu'il est rentré dans la synagogue et qu'il a vu des gens transformer la maison de Dieu en marché, en espace de business, il a tout cassé. Il a dit, la maison de mon père n'est pas pour faire les affaires. Mais tant que la maison du Père du Christ, tant que la maison du prophète, gloire et honneur à lui, Mahomet, ne sera pas transformée en espace de business, d'accord, il n'y aura pas d'impôt à payer. Et donc le gouvernement ne vient pas violer quelque espace religieux, quelque dynamique religieuse que ce soit. Mais l'activité commerciale, et là encore... Comme la vente de chapelets, de sel bénite, d'eau bénite, par exemple, ça, c'est pas des activités commerciales? Mais attendez, si vous créez... apporter des... Non, c'est des subtilités. Je sais là où vous voulez en venir. Mais vous avez un gouvernement comme celui-là. Je vous dis, moi, je n'ai pas l'âme d'un griot. Hein? Mais j'ai coutume de dire que depuis que je connais beaucoup les présidents béninois, et j'en ai connu plusieurs, celui qui est là actuellement, vous voyez beaucoup de réalisations qu'il fait et qui font que les gens disent le bilan, il est élogieux et tout. Oui, soit. Mais le bien que je pense qu'il a fait le plus au Bénin, c'est de venir allumer le cerveau des Béninois. Allumer le cerveau des Béninois, c'est quoi? Je l'ai dit tout le temps, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu dis par là et tout. Lui-même est passé à la télévision, le chef de l'État, dans l'un de ses récents entretiens, dit qu'il est venu pour allumer le moteur. De ne pas regarder sa personne. Les gens, tous les Béninois, tous les citoyens, si on met quelqu'un à sa place, si le dispositif, les moules sont créés, le dispositif de contrôle, comment on arrive aujourd'hui à détecter les activités que les gens mènent facilement? D'accord? Il y a des poches de résistance, les gens disent, ah non, si on nous détecte, on va... Tous ceux qui faisaient la fraude, aujourd'hui, si c'était à 80% les fraudes, je pense que c'est à moins de 30% aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, si votre chapelet, c'est une matière, mais si l'Église n'est pas en train de donner chapelet aux gens, s'il y a un marché de vente de chapelet qui se fait, les gens, c'est des devises qui sont collectées, non? Je ne pense pas que le gouvernement, dans ces mesures, soit en train de demander des impôts sur les offrandes, les dîmes, ou bien les offrandes qu'ils ont données dans la mosquée, non. Parce que ça, on nous dit que lorsqu'on donne ça aux prêtres, on donne ça dedans aux prêtres ou aux pasteurs, c'est pas à eux, c'est pas à l'imam, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Bon, alors, et comme l'église, comme la mosquée, comme les couvents, c'est un lieu où on dit qu'il faut croire en la réalité ou à la véracité de choses qu'on n'a pas encore vues, mais dont on est sûr que ça va se réaliser, cela relève du dogme. Mais je dis, si vous créez un espace commercial dans l'environnement religieux que vous avez, le dispositif est tel que ça permet de savoir que ça, c'est un département commercial. S'il y a des choses dont les gens ont besoin en venant à l'église, et qu'ils peuvent trouver ça sur place, et que vous avez créé des espaces formels pour ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'on demande aux citoyens béninois, aux organisations religieuses et à toute autre organisation, et qui est très intéressant, qui est responsable de la part d'un gouvernement, c'est de dire, vous-même, venez déclarer que vous êtes organisé de telle ou telle manière. Vous menez telle activité. Et là, on discute avec vous. Et vous savez très bien ce que vous devez payer, ce qui est réglementaire. Et vous savez qu'on n'est pas en train de vous brimer. Mais quand vous cherchez à dribbler l'État, et que c'est l'État, de par son système de contrôle, qui détecte que vous êtes en train de le dribbler, alors vous n'êtes plus du tout, vous n'êtes plus pratiquement associé à la dynamique coercitive
où on vous dit, ben voilà, depuis tel moment, vous n'avez pas payé, on vous fait un redressement, on peut vous dire que parce que vous avez eu l'intention résolue de dribbler, c'est une infraction. On va vous flanquer des punitions par rapport à ça. Et ça peut passer par des choses qui vont finalement avoir un effet négatif sur votre organisation religieuse. Maintenant, dans l'absolu, vous savez que les organisations religieuses aussi devraient pouvoir faire très attention parce que vous avez un statut, d'accord? Vous avez un statut, le simple fait d'avoir un statut d'organisation religieuse qui est rangé dans la catégorie des associations, d'accord? Si les activités menées deviennent plus denses que les activités associatives, les activités religieuses, bon, ça pose encore un autre problème. Autant créer une entreprise. Parce que l'Église n'a pas pour vocation de mener les activités commerciales. Et moi, j'ai pris dans ce cadre-là, parce que chacun de nous a sa chapelle, sa tendance religieuse. Moi, j'ai été amené à prendre des informations au nom d'organisations religieuses dont je suis plus ou moins proche, pour savoir réellement ce qu'il faut. Et puis, il y a eu ces mêmes informations-là, alors qu'on faisait peur aux responsables de cette église pour dire « Ah, mais ça va être la comptabilité qui va être contrôlée jusqu'au dernier centime. » C'est pas le cas. Et cette église-là, ils ont donné formellement la preuve qu'aucune activité commerciale. Cette église, par exemple, a fait l'option de ne même plus mettre en vente même des ingrédients ou des choses, des objets dont les gens peuvent avoir besoin sur leur paroisse. C'est-à-dire, vous venez là, vous êtes fidèle de cette église, tout ce dont vous avez besoin, vous vous en procurez avant de venir là, et le lieu est resté, l'église est resté un lieu strictement réservé aux choses, au réarmement moral et spirituel. Voilà. Alors, Monsieur Kevin Da Silva, on est passé de l'impôt classique aux taxations du commerce électronique. Est-ce qu'on est toujours dans la droite ligne de la construction sociale? Est-ce qu'on n'aura pas à l'avenir une petite ouverture sur des fraudes fiscales numériques? Non, mais je l'ai dit tantôt, nous sommes, le gouvernement est en train d'œuvrer pour cela. Et après, comprenez un peu plus ce que la volonté du gouvernement, c'est d'être un peu plus en phase avec les réalités du moment. Aujourd'hui, nous sommes quand même au 21e siècle et après, on parle digitalisation, on parle numérique, on parle de tout ce qui va avec. Donc, ça facilite un peu plus la tâche dans le quotidien de tout citoyen. Mais après, moi, je pense que ça renforce un peu plus tout ce qui est sécurité autour des finances et tout, permettant à X ou à Y même de verser très rapidement, d'aller en besogne. Donc, je pense que c'est un mécanisme mis en place qui va un peu plus renforcer, parce qu'après, très rapidement, vous n'avez plus l'opportunité de prendre l'argent main à main. Vous avez plutôt l'opportunité de verser l'argent rapidement sur un numéro de compte en banque et tout. Et avec le numérique, il y a tout. Aujourd'hui, il y a des applications qui détectent rapidement des fraudes et tout. Je ne sais pas, même si vous devez détourner de l'argent du denier public vers votre compte, aujourd'hui, on peut rapidement vous tracer. Si on ne veut pas, c'est autre chose. Mais si l'on veut qu'on y met, je pense que avec le gouvernement en place, je pense que tout est mis en place pour que les citoyens puissent se sentir en sécurité. De chez vous aujourd'hui, vous pouvez rapidement faire toutes sortes de transactions. Donc, je pense qu'il y a une mesure qui vient renforcer un peu plus et qui va un peu plus avec les commodités du moment. Maintenant, après, c'est vrai que nous sommes dans un pays où avec une population qui n'est forcément pas encore à ce stade où le numérique, la digitalisation n'est pas encore ancrée dans les têtes. Et là-dessus encore, je pense que le gouvernement est en train de faire assez d'efforts pour quand même permettre à tous les Béninois d'être un peu plus en phase avec cette réalité. Sinon, c'est une opportunité de pouvoir encore renforcer un peu plus la sécurité et de limiter, comme je l'ai dit, tout ce qui est fraude, tout ce qui est corruption, et de partir sur, comme l'a dit M. Kitty, d'allumer encore un peu plus le cerveau des Béninois et de changer la donne. Alors, est-ce que vous pensez que les citoyens sont réellement informés de la finalité des taxations numériques? Oui, moi je pense oui. On a tantôt dit tout à l'heure qu'après, dans la réalité des faits, il n'y a que le constat est là. Les Béninois ont quand même
ont la conscience de juger, donc sont à même quand même de porter un jugement sur un peu plus les différentes réalisations du gouvernement en place actuel. Donc après, c'est vrai que l'information n'est forcément pas encore ce qu'il faut. Mais après aussi, il faut aussi souligner que il y a d'autres qui délibérément ont décidé d'être ignorants et donc pensent que parce que ils sont dans une république, ils ne se doivent pas forcément de s'aligner sur ces différentes règles qui doivent permettre un peu plus l'évolution dans le développement. Sinon, aujourd'hui, je pense qu'un effort est fait. Des efforts vont continuer toujours à se poursuivre, permettant quand même à toutes les parties ou à tout le monde de pouvoir quand même avoir une idée un peu plus claire de ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, concrètement, dire au 21e siècle que même la dame au marché aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle impôt et on a l'habitude même de se taquiner entre impôt. Donc aujourd'hui, tout le monde a une idée un peu plus claire de ce qu'est impôt. Après, ce qui est difficile, c'est quand même les différentes parts ou les différentes contributions à apporter pour le développement du pays. Mais je pense que lentement et sûrement, ça va se faire. Ça va se faire. Alors, M. Kitty, est-ce que vous pensez que le gouvernement doit accorder certains privilèges fiscaux aux PME pour dynamiser l'économie? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je plaide pour cela parce que les petites et moyennes entreprises sont un peu comme dans la phase intermédiaire. Vous avez le bas niveau, donc de gens qui... vous avez, je ne veux pas dire, vous avez les pauvres, mais vous avez des gens dont les activités ne permettent pas vraiment de s'en sortir réellement. Et vous avez, avant de voir ce qu'on peut appeler la grande bourgeoisie en haut, ce sont les PME que vous avez au milieu. Ce sont ces PME qui font le secteur secondaire. Ici, ces PME se portent très bien. Le petit commerce, le petit business et la circulation, ce qu'on a convenu d'appeler la circulation de l'argent. En fait, si vous demandez aux sociologues, ils vont vous dire, le terme n'est pas à rejeter, mais il reflète une réalité sociologique qui a ses sources et ses solutions dans l'économie. D'accord? Par exemple, je donne une idée. Quelqu'un qui a un magasin, qui importe des produits, mais à une échelle moyenne, et qui peut permettre à de petits commerçants de venir prendre 2 cartons, 3 cartons, pour aller faire dans une petite boutique. Celui qui a la petite boutique qui peut mettre 10 cartons, quelqu'un d'autre vient chercher chez lui, un ambulant, il cherche un carton, il va jusqu'à négocier avec lui pour chercher le carton sans payer de l'argent sur la base d'une confiance et va vendre, revient. Vous voyez comment une chaîne d'acteurs, de petits acteurs économiques sont alimentés. Alors, si c'est organisé et que chacune de ces catégories-là sont bien connues et tracées, le gouvernement, il serait bien que le gouvernement renforce, facilite la tâche, accompagne plus fortement les PME pour que ces PME puissent bien se développer pour 2 avantages. D'abord, alimenter donc ces branches de petits commerçants ou de gens qui ont de petites activités, des artisans et autres là, et au même moment permettre à ces PME de muer après vers des entreprises de grosse taille. Parce qu'une petite et moyenne entreprise n'a pas vocation à rester éternellement PME. Vous comprenez? Alors, donc, de ce point de vue-là, pour l'option économique, la politique économique qui est celle de notre pays actuellement, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, je joue ma voix à la vôtre pour plaider pour ça. Mais je voudrais ajouter un petit truc concernant ce que vous étiez en train de développer concernant la taxation numérique, au niveau numérique. Oui, alors, donc, je pense qu'il faut dissocier les possibilités, d'accord, les mécanismes, les outils, d'accord, et les canaux de contrôle de la fiscalité ou du civisme fiscal qu'offre le numérique aujourd'hui, les distinguer des formes d'entreprises, d'activités commerciales génératrices de revenus, de prestations
qui se font sur l'espace numérique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise aujourd'hui qui n'était pas connue, mais qui ne fonctionne que sur des plateformes numériques, par exemple. D'accord? Vous pouvez tout construire sur les plateformes numériques aujourd'hui. Alors, si le gouvernement ne se met pas au pas dans sa dynamique de digitalisation, comment on identifie cette entreprise? Comment on fonctionne avec cette entreprise? Puisqu'elle est une entreprise aussi, elle est parfois plus prospère que l'entreprise que vous voyez avec un géant bâtiment. En Côte d'Ivoire, ça se fait déjà. Voilà. Des vendeuses ou bien les vendeurs en ligne, comme on le dit, très bien. payent des taxes. Alors, payent des taxes. Oui. Alors, donc, l'État a plutôt bien fait d'accompagner ce mouvement avec un vent de digitalisation, de se mettre au pas lui-même, d'avoir des outils. Et puis les spécialistes, les agents du système du dispositif institutionnel des impôts sont formés en conséquence, d'accord, pour regarder ça et discuter. Et puis les avantages sont énormes. Il ne faut pas voir seulement une manière de traquer ceux qui, au lieu d'être physiquement présents, se retrouvent sur la toile, qui eux-mêmes ont l'illusion qu'en étant sur la toile, on échappe donc au contrôle. Non, il ne faut pas chercher, quand vous voulez aller très loin en matière d'entreprise, ne cherchez pas à échapper, d'accord, au fisc. Mais les avantages, c'est quoi? Le simple prestataire, que moi je suis par exemple, pendant des années, celui à qui je fais les prestations, la personne morale à qui je fais les prestations, me demande juste une facture à la fin de chaque mois. Je fais la facture à partir de mon téléphone. D'accord? L'impôt, c'est calculé, c'est moi-même qui fais, et je sors la facture. Tout est fait de façon numérique. Et ça me donne la main, la plateforme existe, et je sors la facture. La part d'impôt, c'est calculé et enlevé en même temps, si bien que sur mon compte, tout est réglé, je ne me gêne pas, je suis allé devant aucun agent des impôts. Personne ne m'a dit, mets une pierre sur ton dossier, reviens demain. Et avant, qu'est-ce qui se passait? Il arrivait que des usagers qui eux-mêmes ont décidé spontanément d'aller payer les impôts, sont retardés pour des questions de corruption, sont retardés jusqu'à ce que encore des services des impôts viennent leur faire constater qu'ils ont tardé à payer les impôts. Parce que quand vous tardez à payer les impôts, c'est une infraction. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Des entreprises sont capables de régler, en plus de ce que les services des impôts en amont demandent aux entreprises aujourd'hui et aux individus. Venez regarder combien de messages vous lisez qui demandent aux gens tel impôt sur vos véhicules, tel impôt sur telle ou telle chose, les facilités qui sont offertes. Si vous voulez rester loin pour le faire, voilà les plateformes sur lesquelles vous pouvez aller et payer. Donc à partir de ce moment-là, je pense que la bataille du numérique doit se faire à ce niveau également. Et puis l'autre avantage, pour ceux qui sont des éternels civiques fiscaux, c'est des gens qui ne veulent pas, ils ont toutes les informations mais ne veulent pas payer, le numérique permet de les tracer. Et j'observe que de moins en moins de personnes sont traquées au Bénin avant de payer les impôts. Et sur les questions des terres, les impôts qui sont payés sur ces terres aujourd'hui, beaucoup voient on pense qu'on a créé des impôts. Mais l'État est devenu simplement plus responsable. Avant, on pouvait vous faire payer des impôts sur vos parcelles sans que votre parcelle ne soit suffisamment sécurisée. Aujourd'hui, l'État donne toutes les informations, met les structures en place pour que quand vous achetez une parcelle, tout ce qui doit se faire, tôt ou tard, on vous dit ça en même temps et l'État vous dit non. C'est mieux que vous fassiez tout ça maintenant. Voici les services pour le faire. Voici les facilités qui vous sont offertes. En un temps record, vous avez l'impression qu'on vous fait faire beaucoup de choses, mais on vous fait faire beaucoup de choses pour que demain, vous n'ayez plus des choses compliquées à faire. Pour que on n'ait plus des situations du genre, quelqu'un achète une parcelle aujourd'hui, c'est 30 ans après qu'il continue de faire des papiers pour son entreprise. L'État n'a pas été suffisamment responsable pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire. Et quand vous ne le faites pas, l'État a toujours... est-ce qu'il faut appeler ça la police publique? L'État a toujours ses moyens pour vous y contraindre. Et la stratégie utilisée par le gouvernement de la rupture, et moi qui me plaît, c'est que on vous demande de faire quelque chose,
Et on sait que vous allez, pour certains, trouver que c'est compliqué, parce que ce n'était pas dans ce qu'on appelle en communication sociale vos compétences de vie courante. Vous n'aviez pas l'habitude de faire ça. Alors, on vous dit, c'est lié à tel autre avantage que vous devez avoir, que l'État vous offre. Donc, si vous le faites, tel avantage qui existe pour l'État, la pièce que vous prenez de l'autre côté, qui atteste que vous avez réglé cette formalité, vous permet d'avoir plus de facilité. Et regardez comment un pays peut s'organiser et avancer. Et le plus important, que l'État continue de nous démontrer que nos sous que nous cotisons, les impôts que nous payons, servent à quelque chose. Et j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit que c'est aussi une question de souveraineté. Vous et moi, tout le monde, c'est facile pour tout le monde de dire « Ah, mais nous devons compter sur nos propres forces, nous devons compter sur nos propres forces. Ce n'est pas toujours l'aide au développement qui va nous permettre de nous développer. » On compte sur nos propres forces comment? En souscrivant tout ça, spontanément en le faisant. Et aux dirigeants de savoir que les deniers publics, c'est pour travailler pour la communauté et non pour se servir. Alors, Monsieur Kevin, vous pensez aussi, vous pensez que oui, l'État doit accorder des privilèges aux PME pour dynamiser l'économie? Oui, tout à fait, parce qu'après, à chaque niveau, les mains ne sont pas égaux. Oui. Donc après, il faut forcément aider, comme je le dis, ceux-là qui font déjà un peu d'efforts à pouvoir prospérer, parce que ça avantage non seulement l'État, mais après ça avantage également ceux-là aussi qui ont des entreprises et qui permettront quand même, que ces aides-là permettront quand même à ces entreprises-là de pouvoir prospérer, de pouvoir évoluer tout simplement. Oui. Également, un autre point important de ce grand soir, c'est la gestion des ressources en eau, distribution équitable entre zones rurales et urbaines. C'est une question qui a été abordée en Conseil des ministres le 25 septembre passé. Alors, Kevin Da Silva, vous pensez que comment le gouvernement peut être sûr que l'eau a été réellement répartie aux personnes en besoin? Le gouvernement a... Il y a question de suivi en toute chose. Vous voyez, quand vous prenez un peu plus le secteur d'eau aujourd'hui, de l'eau aujourd'hui, si vous le voulez, il y a assez de réalisation. Il suffit de fouiller un peu plus tout ce qui est projet. Il y a les projets qui ont coûté près de 1000 milliards. 1000 milliards au gouvernement, c'est déjà énorme. Donc, de façon basique, on ne peut pas quand même dépenser 1000 milliards et ne pas quand même avoir le suivi qu'il faut face à tout cela. Donc aujourd'hui, le dernier Conseil des ministres a encore assuré de la construction d'autres infrastructures et tout. Donc c'est quand même important que le gouvernement puisse suivre ces différents projets et tout. Mais après, c'est vrai que des efforts sont fournis par le gouvernement. Mais après, est-ce que toute la population béninoise aujourd'hui est à même de dire qu'elle dispose de l'eau? Je dirais non, mais des efforts sont fournis quand même de la part du gouvernement pour pouvoir un peu plus atteindre ces objectifs. Et là-dessus, dernièrement, le ministre de l'eau, Adambi, qui disait que la répartition a été faite. Donc, il y a tout un arsenal qui est mis en place pour que tout ce qui est question liée à l'eau potable soit géré dans la zone urbaine, et une autre partie qui concerne un peu plus la zone rurale, voilà, la seconde zone, la zone rurale. Donc je pense que les moyens sont mis à contribution pour quand même permettre d'atteindre un peu plus l'objectif. Mais aujourd'hui, la question qui, voilà, un peu plus taraude d'esprit et tout, c'est après, est-ce que ça taraude d'esprit, mais sur laquelle le gouvernement va un peu plus travailler. Moi je parle un peu plus de la qualité de l'eau, parce qu'après, la qualité de l'eau, et après même le prix, parce qu'après quand vous allez un peu plus dans le milieu rural, il n'y a que les bonnes dames peuvent payer l'eau un peu plus jusqu'à 2000, 3000, 4000, 5000. En fonction du nombre de litres, parce qu'après c'est 25 francs, contrairement un peu plus ici. Même ici à Cotonou, il y a des zones qui n'ont pas l'eau potable, mais le gouvernement a travaillé là-dessus. Quand je prends par exemple, même à Papa qui est à tout près à côté, même Fidjosé, mais après le gouvernement a travaillé sur ces zones-là pour que ces zones-là puissent quand même disposer un peu plus d'eau. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a le suivi en fonction de tout. Il y a même des forages qui sont mis en place. Ces forages-là qui tombent aussi en panne. Mais après, le gouvernement prend celui de réparer ces différents forages, permettant quand même aux populations de pouvoir être un peu plus à l'aise. Des efforts sont fournis de la part du gouvernement, bien qu'il reste encore à faire. Alors, M. Kiti, assainissement en eau égale à eau potable?
Forcément. C'est assainissement. On va dire approvisionnement en eau. Oui, approvisionnement en eau doit s'accompagner systématiquement de la qualité de l'eau potable, parce que l'eau, c'est la vie, dit-on, c'est lié à la santé. Oui. Il ne suffit pas de rendre l'eau disponible. Si ce n'est que ça, il y a des rivières partout. Moi, je suis né dans un milieu lacustre. Oui. Mes parents et les générations avant moi et moi-même et ceux qui viennent après n'ont pas encore fini de boire toute la rivière. C'est parce que la rivière, on ne pouvait pas la boire qu'on veut de l'eau de qualité. Donc, il faut de l'eau potable. Autant ne pas donner de l'eau aux gens que de donner de l'eau qui n'est pas potable. Et de ce point de vue-là, je pense que le Bénin a fait des bons assez... vous savez que la question d'eau n'est pas qu'un enjeu national, c'est international. Quand vous entrez dans les détails des ODD, vous constaterez qu'il y en a qui sont exclusivement consacrés à l'eau. Donc, ce n'est pas tous les secteurs qui font l'objet de ces objectifs du développement durable. Vous pensez que les personnes en zone rurale doivent payer le même prix pour l'eau, pour avoir accès à l'eau, comme les personnes en zone urbaine? Non. Je pense le contraire. C'est juste un principe de développement. Vous savez, la fixation de prix pour des biens publics, pour des services, biens et services publics, on tient toujours compte du milieu, du contexte, d'accord? Et on tient compte du pouvoir d'achat des populations. Ça, l'État a tous les moyens pour pouvoir le faire. Et si vous allez dans un milieu où les gens n'avaient pas accès à l'eau, d'accord? Ils n'avaient pas l'eau potable. Mais ils consommaient de l'eau de puits ou de l'eau non traitée ou l'eau des marigots, pardon, et que vous avez sensibilisé, vous amenez l'eau potable. Si vous ne savez pas tenir compte du contexte pour jouer sur le prix, d'accord, de cession et subventionner une partie, eh bien, vous allez amener l'eau potable, mais les populations ne vont pas s'y adonner. C'est exactement comme les marchés qu'on offrait dans les villages, les projets déposaient les marchés sans consulter les populations et on leur faisait des marchés qu'ils ne devraient pas fréquenter et les bonnes dames laissaient ces marchés neufs là pour aller dans leur cabane assez branlante. Donc, il faut tenir compte du milieu. Dans les milieux ruraux, il faut stabiliser le prix par rapport au pouvoir d'achat et au contexte. Et en milieu urbain, il faut également voir les prix qu'il faut afficher, mais surtout, la disponibilité de l'eau un peu partout. Il a dit tout à l'heure, il ne faut pas penser que systématiquement c'est en milieu rural qu'il n'y en a pas et qu'il y en a en milieu urbain. Il vous a parlé d'Aquapa, mais c'est des questions qui, depuis des années, n'étaient pas réglées. Parce que les infrastructures aussi posaient problème. Et il faut sacrifier du temps et des ressources pour pouvoir le faire, ce qui se fait actuellement. Justement, il faut sacrifier du temps et des ressources pour cela. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce premier grand soir de la semaine. J'étais sur ce plateau avec M. Kevin Da Silva, journaliste, et M. Jules Léandre Kitty, consultant média et chroniqueur politique. C'est la fin. On vous revoit très vite demain, E-Télé, avec vous, pour vous.